Sur le côté économique, ce matin on avait le 44 tonnes. Cet après-midi, donc, je vous propose donc d'aborder qui doit payer les transformations en transport. Il y a une évolution aussi bien technologique, on l'a vu à propos des véhicules, tout ce qui est hybride, tout ce qui est également par rapport aux normes réglementaires Euro 6 qui va donc arriver. Et puis il y a un changement, aussi une évolution inéluctable donc, depuis quelques années dans le monde du transport et bien sûr dans toute la chaîne logistique. Alors pour en débattre cet après-midi, je vous propose, on va présenter donc chaque intervenant, on va ensuite lancer non pas un débat mais une table ronde, donc une discussion à bâton rompu, puis ensuite si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à les poser en fin de table ronde. Alors pour en débattre sur ce thème, qui doit payer les transformations dans le transport, Claude Blot, donc, qui est président de la GITL. Nous avons également Jean-Paul Méroninck, délégué général de l'UNTF, donc l'Union nationale du transport frigorifique. Et puis nous avons Werner Schneider de PMB Group, qui est expert donc, en logistique internationale. Alors, je vais laisser la parole tout d'abord à Claude Blot, président de la GITL. On peut présenter en deux mots la GITL. Je crois que le micro est allumé. Le GITL. Le GITL, le groupement. Le GITL, c'est Groupement interprofessionnel du transport et de la logistique. En fait, c'est un groupement qui rassemble toutes les fédérations du secteur membres du MEDEF. Donc, en fait, je suis une pure émanation du MEDEF. De ce monde du transport, nous rassemblons les opérateurs terrestres, mais également les opérateurs maritimes et aériens, sans parler des fluviaux. Donc, ça rassemble aussi bien des gens de la messagerie, du TRM, que les armateurs, que les manutentionnaires portuaires. Enfin, c'est tout ce qui bouge dans le secteur au sein du MEDEF. D'accord. Et vous êtes aussi à la TLF. Je suis également à TLF. Voilà. Jean-Paul Méroninck, donc de l'UNTF, je disais c'était l'Union nationale du transport frigorifique. Donc vous êtes déjà intervenu dans d'autres conférences, notamment sur l'urbain. Oui, puis après j'arrête. Et donc là, sur plus le volet économique, bon, dans le transport frigorifique, il y a eu une évolution aussi assez importante en termes de réglementation, tout ce qui est sécurité sanitaire qui a joué un rôle très important. Voilà, donc l'UNTF regroupe les transporteurs spécialisés dans la chaîne du froid et le transport sous température dirigée, qui a une caractéristique majeure, c'est que c'est un produit technologique, pas que les autres le soient pas ou moins, mais c'est un vrai produit technologique, c'est un produit qui est soumis à des contraintes réglementaires très fortes en matière de gestion de la chaîne du froid. Donc l'innovation, la performance sont des éléments effectivement du quotidien, mais on reste aussi transporteur avec tout ce que ça a de difficultés en ce moment conjoncturelles, économiques. Donc on est effectivement au cœur d'une équation compliquée où on voit bien qu'effectivement il y a de la part à la fois de nos clients mais aussi des pouvoirs publics une exigence en matière de performance élevée et puis de l'autre côté une conjoncture économique qui rend pas toujours cette équation possible. Voilà, bon, on aura l'occasion d'en discuter dans quelques instants. Werner Schneider de PMB Group. Vous êtes donc expert en logistique internationale. On va voir avec vous tout à l'heure, à travers un petit exposé, donc, qui paie quoi en Allemagne, avec l'exemple donc, allemand en termes d'infrastructure, en termes de taxes également. Comme ça, on pourra comparer un petit peu par rapport à la France. Avec une importance de l'infrastructure, c'est ça. Vous pouvez présenter également, vous connaissez bien le transport français, le transport allemand. Ce que je présenterai, c'est une comparaison entre la France aujourd'hui, qui a les mêmes problèmes que l'Allemagne il y a 6 ans, quand l'Allemagne a introduit la Maut pour tous les camions à partir de 12 tonnes. Ce qui attend aussi la France dans 2 ans avec la écotaxe. Alors on va commencer par vous, Claude Blot, donc président de GITL. Bon, le thème, c'est qui doit payer les transformations. Il y a une évolution, alors pas simplement dans le transport, dans l'acheminement des marchandises, dans le transport proprement dit par route, mais dans toute la chaîne logistique finalement. Est-ce qu'il y a eu vraiment un échange entre tous les acteurs du transport, que ce soit du transporteur, le logisticien, enfin, et les pouvoirs publics depuis quelques années, avec une transformation assez importante tout de même? Des échanges verbaux très certainement, des échanges de charges, ça c'est un autre problème. Si vous voulez, moi je voudrais déjà fixer ça dans un cadre beaucoup plus général et remonter encore plus en amont de nos préoccupations d'aujourd'hui, même si on y reviendra très rapidement, bien sûr.
Le grand problème de l'économie française, c'est la compétitivité de ses entreprises. C'est le maître mot aujourd'hui, compétitivité. Nous avons perdu de la compétitivité dans tous les domaines. Le pavillon français est en régression dans tous les secteurs et dans tous les secteurs du transport, que ce soit le transport aérien, le transport maritime ou le transport routier. Donc le transport dans sa globalité, en fait. Les chiffres, vous les connaissez. Hein, 2009 a été une année plus que catastrophique, mais on n'a pas redressé la barre. Et nos parts de marché diminuent. Le volume de fret transporté diminue. Nous sommes dans une situation très grave. C'est pas anecdotique. On a connu des hauts et des bas dans nos métiers. Et, on a même connu que ça. Hein, il y a des périodes ça allait bien, on embauchait. Il y a des périodes ça allait mal, on n'embauchait plus, puis on recommençait. Et on achetait des tracteurs et on en revendait, etc. Là, nous sommes dans un processus de dégradation permanent. Pourquoi ? Nous avons perdu notre compétitivité. Notre camarade allemand va nous dire tout à l'heure comment ils se sont organisés. Sachez qu'il y a 10 ans, le coût du travail en Allemagne était supérieur de 8% au coût du travail en France. Aujourd'hui, le coût du travail, merci les 35 heures, est de 10% supérieur en France au coût en Allemagne. Excusez-moi, ça a des conséquences. Hein ? Nous sommes heureux, reposés, mais on est pauvres. Eh bien, il faudrait savoir ce qu'on veut faire. Voilà. Donc ça, c'est le cadre général. Alors après, qu'on dit qui doit payer quoi, gardons présent à l'esprit qu'il faut à tout prix améliorer la compétitivité de nos entreprises. Alors on peut nous faire payer le macadam, le képi du douanier, des choses comme ça, si on veut. Compétitivité de nos entreprises, c'est ça où on va crever. Est-ce que le transport routier de marchandises est plus exposé que les autres modes de transport? Parce que vous abordiez tout à l'heure les autres modes de transport. Attends, je n'ai pas compris ta question. Excusez-moi. Le transport routier de marchandises, donc tout ce qui est route, est plus exposé aux problèmes économiques que les autres modes de transport? Les problèmes sont tout autres, je suppose. Oh, il y a des problèmes de compétitivité là comme ailleurs, liés au poids des charges sociales. Hein, le MEDEF vient de publier d'ailleurs des documents très intéressants sur le financement de la protection sociale. Plus exposé, je ne sais pas, mais on nous annonce une série de charges nouvelles et de taxes nouvelles. Alors là, halte au feu, que veut-on? J'ai dit le pavillon français recule. À l'international, on a reculé d'une manière extrêmement sensible. Donc, continuons à charger le transport routier, pourquoi pas? Hein, on a la taxe éco qui arrive, on a l'affichage CO2, on a Euro 6, on a tout ce qu'on veut. Et on en rajoute, parce que ça fait plaisir aux citoyens, ils se croient écolos, hein, nous serons des écolos pauvres. Donc, encore une fois, le souci, c'est la compétitivité, et c'est pas en accroissant en permanence nos charges qu'on va s'en sortir. Alors on sera peut-être plus pollueur, quand il n'y aura plus de camions du tout, ils ne pollueront plus du tout. On est bien d'accord. Ceci mis à part, ils polluent de moins en moins, et vous le savez mieux que moi. Bon, sur les charges, enfin sur les taxes, on en reviendra dans un instant avec la taxe poids lourd, enfin ce qu'on a appelé l'éco-taxe. Je sais que dans le transport, on préfère l'appeler taxe poids lourd. C'est bon, éco-taxe, économique, écologie, on ne sait pas trop où on en est. Jean-Paul Méroninck, donc de l'UNTF, je rappelle, c'est l'Union nationale du transport frigorifique. Vous êtes plus confronté, c'est ce que on se disait là, en préparant cette table ronde, à la traçabilité qui est de plus en plus difficile, avec des coûts de plus en plus importants. Alors, prenez pas mal, mais votre question est ambiguë et compliquée, quoi, et recouvre des réalités totalement différentes. C'est bien, on va en débattre comme ça. Alors, c'est quoi la transformation du transport? Donc c'est aller vers un transport qui soit plus moderne, plus compétitif, moins pollueur, moins tout ce qu'on veut, etc. Bon. Il y a deux groupes de pression qui agissent sur les phénomènes de transformation du transport. Le premier groupe de pression qui est le citoyen, qui va s'exprimer via ses élus locaux. Lesquels élus locaux, par des prismes déformants, vont souvent, et depuis maintenant une trentaine d'années, travailler sur des raccourcis. Il n'y a qu'à mettre les camions sur les trains pour simplifier, en gros, le raccourci de nos amis politiques. Et donc, il faut effectivement travailler sur une réduction de la part du camion dans le trajet. C'est ça la transformation du transport, pour eux.
Et comme on n'y arrive pas, on essaye de chercher toutes les solutions possibles et inimaginables. La première étant de faire le levier fiscal, et en disant après tout, il va y avoir un effet d'élasticité qu'appellent les économistes, qui permet qu'au bout d'un certain niveau de taxation de la route, les marchandises iront mécaniquement sur le ferroviaire ou le fluvial. Bon, le problème, c'est que l'élasticité, elle est infinie, et qu'on verra bien que plus on augmente le prix du transport routier, le transfert ne se fait pas, et on alourdit la charge à la fois des entreprises, mais aussi à un moment, le citoyen, il a une autre casquette qui est celle du consommateur. Et donc le deuxième levier qu'on a de transformation, c'est le consommateur. Le consommateur, aujourd'hui, il a aussi des exigences de transformation, il a aussi des exigences vis-à-vis de la disponibilité des produits qui sont extrêmement compliquées. Qui nécessitent d'avoir des produits de plus en plus vite, de plus en plus rapides, disponibles rapidement, en bon état, avec des niveaux de sécurité, pour nous ce qui nous concerne, de sécurité alimentaire infinie. Bref, on a donc un citoyen qui veut pas de camion et un consommateur qui en veut plus. Alors, on est sur une économie compliquée et sur une double pression qu'il faut à la fois gérer. Ce qui nécessite à la fois d'agir sur des préoccupations qui viennent des pouvoirs publics et sur des préoccupations qui viennent des consommateurs. Alors, les préoccupations des consommateurs, elles sont pas données par les consommateurs, mais plutôt par la distribution ou les industriels, etc. Alors voilà, on est confronté à une double difficulté qui fait qu'à un moment, il va bien falloir que le citoyen et le consommateur comprennent quand même clairement dans ce pays qu'il ne pourra pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il ne pourra pas avoir de plus en plus de sécurité alimentaire, de moins en moins de camions sur les routes, de plus en plus de camions électriques, de moins en moins de camions qui rejettent du CO2, de plus en plus de produits qui arrivent en juste à temps, sans forcément en payer le prix. Donc l'idée majeure qu'on défend, c'est que l'innovation n'a de sens à la fois vis-à-vis des pouvoirs publics et vis-à-vis des industriels distributeurs, que si les transporteurs ont les moyens aujourd'hui d'investir, de développer. Je finis rapidement. Pour investir dans une entreprise, il faut ce qu'on appelle un excédent brut d'exploitation qui permet de dégager, entre guillemets, expression pour les jeunes, de l'argent pour effectivement se développer, continuer à travailler, etc. Aujourd'hui, les niveaux de BE dans le transport, mais vous êtes plus au courant que moi que ce chiffre, on est quoi, 7, 6, 5, 6, 7, 8%, là où tout le monde, normalement, considère qu'un EBE correct pour renouveler correctement son entreprise est plutôt aux alentours de 20%. Donc, on est aujourd'hui dans une impasse totale où on n'a pas les moyens, le monde des transports routiers n'a pas aujourd'hui les moyens de financer toute transformation. Alors, on va nous parler d'écotaxes, on va nous parler de traçabilité, on va nous parler de moteurs au gaz, de moteurs électriques. Je suis allé sur un stand ici, là, on m'a présenté pendant 10 minutes un très beau véhicule électrique avec 2 batteries formidables, 600 kg de charge, très bien. Voilà. Moteur, châssis diesel, 60 000 €. Moteur électrique avec groupe électrique, 170 000 €. Qui va payer tout ça? Ben, pas nous. Ouais. Pas nous, on n'a pas d'argent. Revenons au transport frigorifique, qui est plus votre spécificité. On parlait de sécurité alimentaire également. C'est un coût, ça, pour l'entreprise. Qui paye la sécurité alimentaire aujourd'hui dans le transport frigo? Alors, c'est très simple. La sécurité alimentaire aujourd'hui... C'est réintégré dans le coût du transport? Alors, c'est intégré dans les coûts de structure, évidemment. Les transporteurs ont intégré ça dans des coûts de structure parce que c'est à la fois du personnel qualifié qui est en interne, des procédures HACCP qu'il faut mettre en place et qui coûtent de l'argent. C'est du matériel qu'il faut développer là-dessus. C'est des procédures de nettoyage. Au passage, d'ailleurs, quand on fait de l'HACCP, on nettoie les SMIC tous les 4 matins. Donc, on consomme plus d'eau. Mais enfin, c'est pas grave. On peut pas être à la fois faire la sécurité alimentaire et faire du développement durable. Ça va être un peu compliqué. Bon, mais ça, c'est le consommateur qui est citoyen, donc il nous casse les pieds quand il est consommateur, il nous casse les pieds quand il est citoyen, donc voilà, c'est très bien, on en assume les conséquences. Donc aujourd'hui, c'est intégré dans les coûts de structure. Bon, simple pour eux devenir sérieux. En 1989, les études du CNR sur le transport frigo faisaient apparaître le fait que les coûts de structure représentaient entre 9 et 10% de l'intégralité de nos coûts. Sur l'étude qu'on a demandé au CNR 20 ans plus tard, en 2008, on est passé à 18-19%. Donc la part relative des coûts de structure, la part relative est passée de 9% à 18%. Bon, ce qui fait qu'effectivement, là où avant un transporteur, quand il dépensait 100, il en mettait 9 sur les coûts de structure, aujourd'hui, quand il en dépense 100, il y en a 19 pour les coûts de structure. Donc c'est une explosion. Ça a été intégré dans les prix, et malheureusement, et je rejoins ce que dit
M. Lowe, quand on analyse les prix de transport depuis 20 ans, ils n'ont malheureusement pas suivi ce mécanisme-là. Alors si l'État en plus derrière vient mettre son grain de sel, ça va effectivement pas nous aider à la manœuvre. Vous voulez répondre à Jean-Paul Béronac? Non, moi je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il dit. Je crois qu'il faut revenir à des choses simples. Le transporteur utilise un outil. L'outil, c'est le camion, ça peut être autre chose. Ça peut être une péniche, ça peut être un avion. Bon, dans quelle profession fait-on payer l'entrepreneur chaque fois qu'il utilise un outil? D'accord? Alors on va vous dire, oui, mais ça, c'est pas à vous de payer, c'est au chargeur, c'est à Pierre, c'est à Paul Jean-Jacques. C'est-à-dire qu'on fait, et ça a été dénoncé déjà par mes collègues et mes anciens, on fait du transporteur comment on appelle ça, un ramasseur de taxes, hein, un collecteur. On collecte les taxes. C'est pas à vous de payer. Ceci mis à part, pour ceux qui ont été dans les entreprises et qui ont fait un peu de commerce, que vous êtes en face d'un client, vous lui vendez une prestation. Et la prestation, vous arrivez à un coût global, il est de 1000. OK? Votre client, s'il a un de vos collègues en face qui, lui, propose 950, il ira chez votre collègue. Puis après, derrière 950, vous déclinez tout ce que vous voulez, avec les taxes à l'infini, et le reste, le gasoil, le personnel et l'autre. Donc, c'est quand même un problème capital. Nous ne sommes pas des collecteurs de taxes, nous ne voulons pas être des collecteurs de taxes. Alors que l'administration, qui est peuplée de gens brillants, et je le sais parce que j'en étais, réfléchissent à mettre en place des dispositifs ad hoc. Je ne sais pas si quelqu'un s'est penché, sans aucun doute, hein, sur le dispositif écotaxe. Je peux vous dire que ça nécessite un certain niveau intellectuel. Jeunes gens, n'ayez pas peur, on y arrive. Mais enfin, il vous faudra bien 3 années de préparation pour comprendre la façon dont va être appliquée l'écotaxe. Et concernant justement... Je ne parle pas de la redistribution du produit de l'écotaxe. Mais enfin, moi, je serai professeur dans vos écoles, je ferai des devoirs. Voilà, je pars de Belgique avec un camion en messagerie. J'ai des colis qui proviennent de 12 pays différents, hein, et de 26 natures différentes. Et je vais en Espagne. Qu'est-ce que je vais payer comme taxe en France? Où est-ce que ça va se passer et comment je vais les calculer? Si vous arrivez, vous aurez 20 sur 20. Enfin, moi, j'ai essayé souvent, j'ai jamais réussi. Pour revenir au thème de la table ronde, dans le cas de l'écotaxe, vous parlez d'écotaxe, de la taxe poids lourd, on va dire. Il y a un décret sur la répercussion qui devrait donc être publié d'ici janvier. Il y aura automatiquement, est-ce que ça va être un décret de droit d'ailleurs, est-ce qu'on va avoir automatiquement une répercussion sur le prix, enfin, concernant les chargeurs? Oui, mais alors, cette répercussion, c'est pas comment elle va se faire. Alors, on parlait de pied de facture, mais je crois que c'est pas obligatoirement en pied de facture. Ça doit apparaître, ça sera même obligatoire. On sait ce qu'il en est de ce genre de choses. Lorsque vous êtes en face d'un client, encore une fois, la négociation, elle ne se passe pas comme ça, à ma connaissance. Et j'ai eu des très gros clients, et j'ai négocié des contrats en plusieurs centaines de millions, c'était des francs à l'époque. On ne rentrait pas dans ce type de détails à un certain niveau. Il y a encore des choses qui sont extrêmement floues, hein, en matière d'écotaxe. Il y a des indexations. Alors, je crois qu'on a défini maintenant les portions de route, hein, en national, hein, et en départemental, qui seront taxées. Le décret est paru en juillet, je crois. Voilà, mais il reste à définir un certain nombre de choses, en particulier, comment vous appelez ça, là, les matrices, hein. Il y a une étude du CNR pour vérifier les matrices de calcul. C'est ça, matrice. Bon, ça va se faire, puisque, encore une fois, il y a des esprits intelligents qui se penchent là-dessus. Et puis après, il y aura les contentieux. Et dans les redistributions, j'ai aussi servi dans l'administration de l'État. Quand on va commencer à redistribuer l'argent entre les collectivités locales, le fonds d'investissement des routes, etc., il va y avoir un certain nombre de litiges. Les tribunaux administratifs vont être particulièrement encombrés. Et là, au milieu, il y a Albert, transporteur de Montfort-en-Chalosse, qui a 12 bahuts et qui essaie de s'en sortir.
Eh bien, je peux vous dire qu'Albert, on ne lui simplifie pas le travail. Et ce n'est pas ça qui va améliorer la compétitivité de son entreprise. Compétitivité des entreprises. Arrêtons de jouer. Hein. Tous ces gadgets, on peut en mettre en place à l'infini. Il y a des gens plein d'imagination pour ça. Pensons à l'entreprise. Pensons à la petite et à la moyenne entreprise. Le groupe, il est réputé pouvoir payer des gens à ne faire que ça. Il aimerait mieux investir. Mais enfin, soyons sérieux. Avant de passer la parole à Werner Schneider pour qu'on voit l'exemple allemand, Jean-Paul Méronnac. Oui, je voudrais juste dire sur cette écotaxe. Pour moi, l'écotaxe, taxe PL, c'est typiquement le genre de débat qui a complètement dérapé. Vous parlez de transformation, mais qu'est-ce que ça va transformer l'écotaxe ? Qu'est-ce que ça va transformer ? Qu'est-ce que ça va porter de modernité au transport routier ? Mais rien. Ça transformera rien du tout. C'est censé transformer le comportement des chargeurs pour qu'ils passent de la route au rail. Mais foutaise, c'est pas en demandant 15 centimes ou en finançant 900 millions d'euros la FIFT qu'on va inciter les chargeurs demain à passer du rail à la route. Je rappelle simplement que si on veut remoderniser complètement le réseau ferroviaire pour lui donner une véritable modernisation fret, c'est pas les 900 millions d'euros par an, non, il faudrait c'est 10 fois plus. Donc de toute façon, c'est un outil qui n'a qu'une vocation fiscale. Il n'y a pas de transformation dans ce truc-là, il n'y a pas de transformation sociétale, c'est un truc fiscal. La seule conséquence que ça a, et ça a été dit par M. Blot, c'est que ça va grever le budget de nos entreprises. Et ce n'est pas en grevant le budget de nos entreprises qu'on va leur permettre de se transformer. Résultat, c'est un truc à somme nulle, c'est-à-dire c'est nul sur le plan sociétal parce que ça n'apportera rien. C'est 1 milliard d'euros qui vont être bouffés dans les finances publiques alors qu'on entend à la radio parler de combien là, le fonds européen? De 1000 milliards pour financer l'économie. C'est quoi notre écotaxe à 900 millions? C'est rien. Donc on voit bien qu'on est prisonnier d'un mécanisme financier qui nous échappe. L'écotaxe, ça n'est pas un outil de transformation du transport, ça n'est pas un outil de modernisation des transports. L'écotaxe, c'est une pompe à fric. Avec un système derrière qui fait que les entreprises de transport vont perdre de la capacité d'investissement qu'elles auraient pu utiliser pour moderniser leurs camions, pour développer de l'informatique embarquée, pour mieux rémunérer leurs conducteurs, etc. etc. Et comment c'est entièrement contre-productif. Dans le transport frigo, comment vous prévoyez la répercussion justement par rapport aux chargeurs? Alors, vous en parlez déjà, je suppose. Oui, de toute façon, deux mécanismes. Alors déjà dans le frigo, la notion de flux tendu fait que d'une manière générale, le réseau autoroutier est privilégié par rapport au réseau non autoroutier. Donc on est déjà des gros utilisateurs d'autoroutes. Pour le reste, effectivement, ça va impacter. On a des adhérents qui se sont mis avec le CNR, qui vont étudier les analyses de coûts. On estime qu'en gros, ça va générer à peu près 5% de hausse des prix du transport en moyenne, avec un gros écart-type entre des gens pour qui ça ne représentera rien, pour ceux qui aujourd'hui montent déjà de Montpellier, Perpignan, sur Paris, sur Rungis par autoroute, entre ceux, effectivement, et on a beaucoup de Bretons malheureusement chez les adhérents de l'UNTF, pour qui ça va avoir un impact plus important, aux alentours de 10%. Donc on a une médiane qui est aux alentours de 5%, avec des mécanismes de répercussion qui sont quand même, et qui, je pense, feront rire les générations futures dans quelques années, avec effectivement des systèmes de répercussion, 3 systèmes de répercussion au complet, au groupage tarifé, au petit colis, au lot partiel, etc., sur des systèmes impossibles. Les parcours à vide, on ne sait pas ce que ça va représenter. Bref, autant de systèmes. Je crois que si l'innovation doit gagner dans ce débat écotaxe, je pense qu'à part Autostrade et Ecomove, je ne vois pas très bien qui va pouvoir être le vainqueur de ce genre d'innovation. Alors, je vais laisser la parole à Werner Schneider, qu'on n'a pas entendu jusqu'à présent. On va voir l'exemple allemand, puis comme ça on pourra comparer après l'Allemagne et puis la France. Werner Schneider, donc vous êtes expert en logistique et transport international. On va, pas brièvement, mais on va exposer un petit peu l'exemple allemand. On va revenir à la Mayout également, qui est, ce qu'on disait tout à l'heure, refacturée à peu près à 99,9%. Donc au pied de la facture, donc les chargeurs l'ont plus ou moins, enfin l'ont accepté, puis si c'est plus que 99%. On peut juste, pour commencer, en 2 ou 3 mots, expliquer un petit peu l'historique, de dire aussi que l'Allemagne, c'est une plaque tournante du transport, donc elle est située non loin de la France, mais en fait c'est plus une globalisation du transport, contrairement à la France. On reconnaît l'Allemand, c'est lui qui a préparé un petit discours
Bon, on va essayer de rester naturel et de ne pas trop lire alors. Ça dure 10 minutes. Ça montre l'historique de l'introduction de la Maut en Allemagne il y a 6 ans. Et comment ça s'est répercuté ensuite Voilà. Et ça montre les différences entre la France et l'Allemagne, vu de mon point de vue. On aura l'occasion d'en débattre après. Voilà. En 1989, Roger Brunet publie sa théorie de la banane bleue, cette zone de développement économique privilégiée qui va du sud de l'Angleterre en passant par les Benelux, la RFA, la Suisse jusqu'au nord de l'Italie. Le besoin en infrastructure est clair, c'est nord-sud. La même année, le mur de Berlin tombe et les conséquences économiques superposeront immédiatement à ce modèle de la banane un axe de développement est-ouest. Au cœur de ces deux axes de développement se trouve l'Allemagne. La fin de la guerre froide transforme l'Allemagne d'un pays frontalier en une plaque tournante dans une Europe qui va se globaliser. Les Allemands en tirent tout de suite les conséquences pour leur infrastructure. Ils s'éloignent du modèle de financement budgétaire classique et se rapprochent d'un financement par l'utilisateur. En même temps, ils empruntent une voie que les Français sont en train d'abandonner. Pendant que le gouvernement Villepin privatise le réseau autoroutier, le gouvernement allemand crée en 2003 la VIFG. Derrière ce sigle se cache un mot typiquement allemand à 46 lettres, Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft, qui veut dire la société qui finance les investissements dans l'infrastructure de transport. Son seul sociétaire est la RFA, représentée par le ministère du Transport. Sa tâche est de mettre à disposition une infrastructure efficace et conforme aux besoins. L'outil principal est la Maut, bien que les PPP, les partenariats privés-publics, soient possibles et même souhaités, mais il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il y a toujours une comparaison entre financement public et privé. Et il y a aussi les fonds déjà préparés pour que la VIFG puisse emprunter sur le marché financier en utilisant les encaissements futurs de la Maut, ce qui est en discussion pour la France. Quelques mots sur la Maut. Elle s'applique à toutes les autoroutes, 13 000 km, et environ 1 000 km de routes nationales sur un réseau total de 40 000 km, aux véhicules utilitaires à partir de 12 tonnes. Elle est calculée en fonction des kilomètres parcourus, le nombre d'axes et la classe d'émission CO2 du véhicule. Exemple, un camion Euro 3, 3 axes, paye 19 centimes. Un camion Euro 5, 3 axes, paye 14 centimes. Elle est encaissée par la société privée Toll Collect et gérée entièrement par la VIFG. Les montants encaissés en 2005, 2,6 milliards d'euros. En 2010, 4,9 milliards. L'utilisation de l'argent, il couvre d'abord les frais de fonctionnement de Toll Collect et de VIFG. En 2011, ça représente la somme de 780 millions d'euros. Une certaine somme plafonnée d'avance subventionne les transporteurs allemands par le biais des programmes de harmonisation européenne. En 2011, la somme représente 600 millions d'euros. Tout le reste va dans la création et l'entretien de l'infrastructure routière. Regardons maintenant du côté des transporteurs. Le principe du financement de l'infrastructure par l'utilisateur implique par définition que c'est les transporteurs qui payent dans un premier temps. La logique économique exige ensuite que ce coût soit intégré dans le prix de la prestation. La refacturation de la Maut en Allemagne a été un rapport de force entre le prestataire de service et le donneur d'ordre. L'État n'est pas intervenu. Par contre, les fédérations de transport ont obtenu dans les négociations avec l'État
des avantages pour les transporteurs, une baisse de l'impôt sur le véhicule et l'utilisation d'une partie de la MAOT pour les programmes d'aide. En 2009, en pleine crise, il y avait une augmentation sensible de la MAOT